Alors Renaud Camus, vous avez commencé à publier en 1975 et depuis votre œuvre surabondante mêle romans, entretiens, ouvrages sur l'art et votre fameux journal dont vous avez commencé la publication en 1987 avec Journal Romain. C'est l'époque où vous étiez pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Est-ce que vous croyez vraiment que tout ce qui vous arrive est suffisamment intéressant pour être noté et pour être publié et vendu dans les librairies? C'est le fait que d'aller en effet jusqu'au bout de la vérité, de considérer la vérité comme, à la fois comme un abîme et comme un but ultime, peut présenter un intérêt. Oui, moi je crois que n'importe quelle vie, si on va jusqu'aux extrêmes de la vérité, enfin, évidemment, autant témoigner un peu de curiosité pour les êtres, pour les lieux, pour l'art, pour les choses comme ça. Mais oui, je crois qu'aller jusqu'au bout de la vérité peut être intéressant, y compris dans ce cas-là d'extrêmement désagréable, en particulier pour soi. Oui. Ça ne doit pas être facile tous les jours, oui. Non, en effet, il y a des moments où c'est une sorte d'ascèse, un peu, ça peut être très désagréable, non, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous publiez le 14e journal, celui de l'année 1999, et ça s'appelle « Retour à Canossa ». Vous racontez, Renaud Camus, dans ce journal, vos amours homosexuels, notamment avec un certain Farid Tali, marocain de 21 ans, avec qui vous avez publié Incomparable en 1999. Vous racontez pas mal d'histoires de baises homo dans les hammams. Hein? Ouais. En effet. Ça vous intéresse, ça? Oui, je m'intéresse beaucoup à la vapeur. Ouais. Ça vous plaît, ça? J'aime bien, oui, ça a été une grande partie de ma vie, en effet. Oui, il y a tout un tas de descriptions, de relations physiques, assez crues parfois, des digressions historiques et littéraires. Vous êtes très cultivé, ça c'est clair, hein? Vous le montrez en plus. J'espère que je ne montre pas trop, quand même, je le montre quand l'occasion s'en présente. Ouais. J'ai la chance d'être curieux, en tout cas. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Oui. Vous avez des problèmes de Macintosh, alors vous racontez vos problèmes de Macintosh, oui. Ça, c'est bien. Vous racontez tout, quoi. Ouais. Oui, je raconte tout, en effet. Vous avez raconté cette émission? Ah, bien sûr. Ouais, ça, on va y venir, il parle d'une émission qu'il a regardée, où tu étais, on va y venir, tu vas voir. Alors, vous parlez de la déchéance de votre mère vieillissante, problème de fric avec les impôts, avec la banque. Hein? Ah, ça va. En effet. Pas facile. Et vous parlez effectivement, page 425, de Tout le monde en parle, émission à laquelle assistait Elie Semoun, présent ce soir. Alors, je te refais le truc. Hein. Alors moi, je te dis, Elie Semoun, vous avez déclaré que les Juifs étaient sous-représentés à la télévision. Et toi, tu me réponds, c'était de l'humour, évidemment. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, ah oui, tu l'as déjà dit une fois. Ouais. Moi, je te dis, vous savez, si un goy disait ça, il serait viré le lendemain. Et toi, tu réponds, oui, c'est peut-être de l'humour à l'envers. Voilà. Donc ça, cet échange a été noté par Renaud Camus dans son journal, donc, qui sort aujourd'hui, Retour à Canossa. Alors, ce qui est extraordinaire, moi, quand j'ai lu votre journal et que je suis tombé là-dessus, je trouvais ça insensé parce que c'est ça, en fait, qu'on vous a reproché, la fameuse affaire Renaud Camus. C'est ce que lui fait avec humour et que vous avez fait peut-être avec moins d'humour. Peut-être vous n'êtes pas Elie Semoun, hein, peut-être vous êtes goy, en tous les cas. Et alors, quand on lit votre bouquin, page 417, apparaissent les prémices de ce qu'on a appelé après l'affaire Renaud Camus, que je vais essayer de résumer, dites-moi si je me trompe. L'affaire commence donc en l'an 2000, avec la parution chez Fayard d'un de vos bouquins, qui s'appelle La campagne de France, qui est le journal 1994. Bon, tout va bien, vous sortez votre journal, c'est ni le premier ni le dernier, voilà. Et puis un jour, il y a un critique, peut-être un peu plus courageux que les autres, aux Inrecuptibles, qui lit le bouquin en entier. Oui. Et qui publie un papier dans les Inrecuptibles intitulé La peste noire, où il révèle un passage de votre livre consacré à l'émission de France Culture qui s'appelle Panorama, et vous dites exactement « Il m'agace et m'attriste de voir et d'entendre cette culture et cette civilisation avoir pour principaux porte-parole une majorité de juifs français de première ou de la seconde génération. » C'est-à-dire que
ce que Élie dit sur le plateau de cette émission... Vous n'arrêtez pas de parler de moi, en fait. Ouais. Ce que Élie dit sur le plateau de cette émission, disons, en faisant du 2e degré, vous le dites au 1er degré dans votre journal, vous remarquez la surreprésentation de collaborateurs juifs dans l'émission de France Culture Panorama. Vous ne dites pas qu'il y en a trop, vous dites qu'il n'y a que ça. Je dis qu'ils sont en effet assez nombreux et que cette émission, et qu'ils ont tendance à parler plutôt de questions d'intérêt juif, c'est-à-dire souvent de très très grand intérêt. Mon reproche est en somme qu'une émission à vocation généraliste est en train de prendre un côté qui me semble, à tort ou à raison, ça peut se discuter, communautaire. Je n'ai rien contre les émissions communautaires. C'est ce que vous dites en gros, excusez-moi, je résume pour les amis téléspectateurs, vous dites c'est France Culture, c'est pas Radio J, je comprends pas pourquoi... C'est une émission généraliste. Sur France Culture, il y a une émission communautaire, par exemple, qui s'appelle Écoute Israël, dont je suis un des plus fidèles auditeurs depuis des années, et je ne lui reproche pas d'être communautaire. Mais il faut... Ce sont deux genres différents. Mais on est toujours sur le fil du rasoir quand on dit des choses comme vous. On est sur le fil du rasoir. Parce que ça peut être très très mal interprété, vous savez. Ça l'a été. Et je peux comprendre que ça a été mal interprété. Parce que moi, si je disais, oh, il y a... Enfin non, je ne vais pas le dire, mais... enfin bon, bref, oui, c'est délicat parce que ça me fait penser à... Il n'y a pas longtemps, là, je faisais une émission l'Hyper Show avec Jacques Vergès. Et ce gars dit des pseudo-vérités sur les gens. Il dit, mais non, je vois pas pourquoi je pourrais pas défendre ce mec, il a le droit d'être défendu, etc. C'est vrai ce qu'il dit. En parlant de Barbie, par exemple. En parlant de Barbie, oui, c'est vrai qu'il a le droit d'être défendu, sauf que c'est un salaud. Et que celui qui défend un salaud, bah, c'est pas loin d'être un salaud. C'est pour ça que je dis qu'on est sur le fil du rasoir quand on dit des choses comme ça. L'ennui, c'est que nous vivons dans une société où à la question est-ce que ceci est vrai ou n'est pas vrai, qui est une question extrêmement intéressante, a tendance à se substituer la question est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'on ne peut pas le dire. Exact. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'était mon expérience et c'était une chose que je ressentais un jour. Vous savez que quand on écrit des choses, ça a plus de... Ce n'est pas bien méchant. Mais quand on écrit quelque chose, ça prend plus de poids, forcément. Oui, bien sûr. Donc il faut être responsable de ce qu'on écrit, quoi. Ce n'était pas très important dans mon esprit non plus, puisque j'ai dit à l'éditeur que si ça le dérangeait, il pouvait le supprimer. Il n'a pas voilà, voulu donc le ce faire. qui s'est passé, là encore une fois, je ne suis pas dans la polémique, je suis dans la vérité, comme vous le disiez si bien. C'est pas votre éditeur habituel, POL, qui publie le bouquin parce que vous lui dites, écoute, si tu veux couper, tu coupes. Lui dit, non, je ne le publie pas. Alors c'est votre éditeur de longue date, c'est Fayard qui publie ce bouquin, donc, Claude Durand. Et puis après, quand l'histoire commence à faire un peu de bruit, effectivement, quand l'article sort dans Les Inrecuptibles, et puis après c'est repris par la presse, Fayard décide de retirer le livre des librairies et le remet en vente, je dirais, après avoir retiré les passages incriminés, c'est-à-dire après l'avoir caviardé tout simplement. Alors, levée de bouclier, effectivement, Laura Adler, par exemple, qui dirige France Culture, menace de vous attaquer au tribunal. Catherine Tasca emboîte le pas, elle parle d'interdiction. Et là, vous êtes mis tout le monde à dos. C'est-à-dire que d'un seul coup... Je ne me suis pas mis tout le monde à dos. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu des partisans et des défenseurs. Il y a aussi des gens qui m'ont soutenu. Peut-être pas rentrer maintenant ici dans tous les détails de tout ça. Il y a un livre sur la question qui s'appelle Du sens. Tout à fait. Alors après, vous faites un livre qui s'appelle Du sens, ce que je suis absolument abracadabrante, c'est que vous faites un livre qui s'appelle Du sens, qui reprend les pages incriminées, mais qui est publié quand même par l'éditeur POL, qui ne voulait pas publier le journal de France. Bon, enfin. Et alors, dans Du sens, vous rajoutez au passage, d'ailleurs je lui signale s'il ne l'a pas lu, vous rajoutez Gérard Miller dans la liste des Juifs. Vous l'aviez peut-être oublié la première fois ? Je dis que je n'ai pas une passion pour Gérard Miller. J'ai cru remarquer qu'il était très possible de n'avoir pas de passion pour Gérard Miller en dehors de toute considération d'origine. Je ne suis pas le seul. Voilà, donc vous finissez par dire dans ce bouquin, à aucun moment je n'ai contesté le droit absolu des journalistes et des intellectuels juifs à occuper une place dans une émission officielle. Il m'est simplement arrivé de m'interroger sur l'opportunité de les voir occuper toutes les places. Voilà. C'est ça. Dans cette émission-là, je n'ai pas dit toutes les places. Non, pas toutes les places dans cette émission-là. Grand nombre de places. Et alors ? Et alors voilà ce que je dis. Oui, je vais m'interroger parce que... Oui. C'est tout? Mais alors, à quoi ça sert de le dire? Si c'est vrai, et si un auteur se donne pour idéal d'aller jusqu'au bout de la vérité, et qu'il a un jour... Vous n'êtes pas choqué qu'il y ait beaucoup d'homosexuels dans le show business?
il est absolument incontestable que s'il y avait une émission donnée comme généraliste et où tout le monde était homosexuel et ne parlait que du corps de... Ah oui, absolument. Ne parlait que de questions exclusivement homosexuelles, je dirais peut-être... Ceux qui, encore une fois, ils exagèrent un peu. Alors, vous diriez, non, sérieusement, vous diriez la même chose? Ah, mais alors, ma parole d'honneur au dernier degré. Ça, absolument. Bien, j'en connais. Bien sûr. Bien. Alors, Bernard-Henri Lévy, dans Le Point, lui, il dit que vous êtes antisémite façon Maurras, c'est-à-dire Maurras, Charles Maurras, qui pensait que les métèques n'entendaient rien aux subtilités de la culture française. Est-ce que... Il n'y a rien qui soit plus contraire à mon opinion. Je pense que les Juifs ont un rôle essentiel dans la culture française, qu'ils peuvent la représenter parfaitement. Rien n'est plus éloigné de mon idée que la phrase idiote de Maurras, selon laquelle un Juif ne serait pas capable de comprendre un vers de Racine. Enfin, ça me semble une stupidité totale. Ça te rassure? Les plus grands exégètes du théâtre classique. Bien. Alors, ceci étant, Bernard-Henri Lévy refuse la censure, il refuse qu'on interdise ce type de livre. Il dit « Renaud Camus est, hélas, il dit hélas, un écrivain ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être écrivain en France, ça vous couvre, puisque même le président de la République, François Mitterrand, voulait être écrivain, Giscard voulait être écrivain, Poivre d'Arvor veut être écrivain. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, même quand on atteint les plus hauts sommets de l'État, on n'est rien tant qu'on n'est pas écrivain. Donc déjà, vous avez eu le brevet d'écrivain. Je ne sais pas si j'avais besoin d'un brevet d'écrivain, j'irais chercher Bernard-Henri Lévy. C'est pas non plus le critique le plus... Ouais. En fait, non, ce que je veux dire simplement, c'est que là, vous tombez du côté de Céline. C'est-à-dire, on dit, il écrit des trucs un peu insupportables, mais c'est un écrivain. L'assimilation à Céline peut être très flatteuse par certains côtés, mais enfin je ne l'assume en aucune façon, je n'ai aucun rapport. Plaignez-vous. Nous n'avons en aucune façon la même mythologie, disons. Quand on écrit des choses comme ça, il faut après assumer les conséquences, ou alors on ne les écrit pas. Je veux dire, la scène qui est rapportée dans ce volume de journal m'avait beaucoup intéressé parce qu'elle coïncidait exactement avec ce que vous appelez le début de l'affaire, justement. Oui. Et ça me semblait extrêmement pertinent, cet échange entre vous. Ce qui prouve qu'il y a une question du locuteur. Ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais qui dit quoi? Qui est l'instrument de la parole? Et vous dites très justement, si un goy disait ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'il prendrait? Et c'est exactement, voilà, si vous voulez, l'affaire Camus en 30 secondes. Voilà. Renaud Camus. Peut-on tout écrire, même les pensées les plus ignobles? Je ne pense pas qu'on puisse tout écrire, absolument pas. Moi, je suis très indiscret en ce qui me concerne moi, parce que j'essaye d'aller jusqu'au bout de la vérité, mais je ne suis pas très indiscret pour les autres. Et il se trouve que je crois, alors que j'essaie justement d'aller jusqu'au bout de la vérité, que je n'ai pas de pensée ignoble. Je vois très peu de haine en moi, il n'y a pas de pulsion à la violence, je ne me trouve aucune pulsion sadique. Donc la question ne me concerne pas très directement, il me semble vraiment que je n'ai pas de pensée ignoble. On rallume. Alors, ce qu'on peut dire, quand même vous avez un petit peu depuis aggravé votre cas, puisque vous avez fondé, bah oui, le parti de l'innocence. Oui. Le nom du parti, je vous concède que c'est pas bien méchant. Enfin, c'est quand même un parti qui dit que l'immigration, depuis 30 ans, n'a pas apporté un accroissement de la civilité et de l'harmonie dans les échanges sociaux. N'a pas coïncidé avec... Oui, oui, et la vie quotidienne. Vous dites finalement que les populations qui arrivent en France ont des usages et des valeurs qui diffèrent. Vous êtes contre le métissage? Je suis en effet assez réservé sur la question d'un métissage universel, général. Je trouverais, oui, je ne suis pas favorable, parce qu'il me semble que c'est la fin de l'altérité. Moi, je suis très favorable. Personne n'est moins xénophobe que moi. J'aime les étrangers, j'aime l'étranger, j'aime l'étrangerté. Mais chez eux, rien ne... Non, aussi dans mon pays, dans ma culture. J'ai toujours une grande curiosité pour la culture étrangère. Mais je suis terrorisé par un monde unifié, où il n'y aurait plus de frontières. Par exemple, je trouve les frontières délicieuses. Rien n'est plus agréable que d'être de l'autre côté d'une frontière. Et je serais terrorisé par un monde où on serait partout chez soi. Alors... C'est vraiment pas... Parce que moi, je savais pas ça. C'est vraiment pas par hasard que vous avez dit ça, alors. Excusez-moi, mais... Vous êtes contre
l'immigration, vous êtes pour le droit d'asile, mais contre l'immigration. Je suis absolument pour le droit d'asile. Tout le droit d'asile, rien que le droit d'asile. Vous êtes contre l'immigration, vous êtes pour le droit d'asile, et c'est tout. Vous trouvez qu'il y a trop d'Arabes en France ? Je pense que les personnes qui sont en France ont pleinement le droit d'y être. Je ne suis pas sûr de l'opportunité pour la paix, pour la tranquillité, pour d'en faire venir davantage. Je ne crois pas qu'il faille leur solliciter de venir. On a dit cette chose extraordinaire la semaine dernière. On a obtenu des gens qui demandent le droit d'asile. Vous vous rendez compte ? Oui. À propos de Sandgat, on est revenu triomphalement. On a dit qu'il y en a quelques-uns qui ont accepté de demander le droit d'asile. Oui. Je suis pour le droit d'asile, certes, mais enfin pas pour contraindre les gens à demander le droit d'asile s'ils ne veulent pas le demander. On ne va pas solliciter de l'immigration. Je ne suis pas très favorable à l'expansion démographique. On nous dit toujours parce que on est menacé de n'être pas assez nombreux. Moi, je ne crois pas que... Vous préférez qu'on reste entre nous? Ça me fait toujours peur, parce que vous avez l'air intelligent, vous avez ce genre de pensée très alambiquée pour arriver à quelque chose de très simple. Et de très... sûr que cette pensée soit si alambiquée que ça. En tout cas, la façon dont vous parlez, dont vous l'exprimez, vous utilisez un langage plutôt châtié pour dire des choses qui sont pas terribles, quoi. Tu veux dire que dans les bistrots, les mecs le disent moins bien, mais ils disent la même chose? Moi, j'ai l'impression, ouais. Et ça me fait encore plus peur quand je l'entends comme ça. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Supporter quelques divergences entre nous. On ne peut plus y avoir de débat, on ne peut plus dire quelque chose qui ne coïncide pas avec la pensée dominante, sans être aussitôt exclu de l'échange et traité de tous les noms. Ce qui vous énerve, c'est que, en fait, vous dites des vérités, et puis il y a une sorte de pensée universelle qui fait qu'on n'a pas le droit de dire que les Arabes, il faut les sortir de France, qu'il y en a trop, etc. C'est ça qui vous ennuie? Je n'ai jamais rien dit de pareil. Je crois que Canossa témoigne assez largement que je n'ai pas la moindre hostilité à l'égard des Arabes. Moi, je vais vous dire, Renaud Camus, vous me faites penser à ce Hollandais qui s'appelait Pim Fortuyn, qui a été assassiné à l'aube d'une carrière politique assez importante, qui était un homme politique hollandais, homosexuel, assez moderne dans son comportement, mais qui quand même voulait renvoyer tous les immigrés hors de Hollande. Comment est-ce qu'on peut être aussi tolérant quant à sa vie privée, ou enfin, je ne vais pas raconter ce que vous racontez dans votre bouquin parce qu'il est encore tôt, et puis comment on peut être aussi dur envers les autres? Vous savez, ces gens-là, s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils n'ont rien à bouffer chez eux. Moi, si j'habitais au Sénégal et si j'avais rien à bouffer au Sénégal, je viendrais en France, hein. Je pense qu'on a témoigné un égoïsme en effet extraordinaire. Moi, je suis très favorable à l'aide aux pays en voie de développement, aux pays développés. Je trouve qu'on leur donne beaucoup trop peu. Je serais très favorable à une augmentation considérable de l'aide aux pays en voie de développement. Vous avez beaucoup d'adhérents dans votre parti? Nous ne sommes pas précisément un parti de masse jusqu'à présent. Ah oui, vous connaissant, oui. Ce parti a un mois. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.